Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Place Publique avec Alexandre Poplavski, directeur départemental de Vosges Matin. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Imbert. Vous êtes délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On débute avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors un mouvement dans lequel il y a un mot d'ordre qui fleurissait, c'est ne rien lâcher. Et pourtant, force est de constater que le mouvement est un peu lâché par un certain nombre des manifestants de départ. Il est également lâché par l'opinion publique. Le Rassemblement national a toujours affiché son soutien à ce mouvement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore un sursaut ? Écoutez, il y a peut-être eu une baisse de mobilisation, comme vous le dites, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une mobilisation chaque samedi, et ce, depuis le mois de novembre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas répondu aux attentes de ces Gilets jaunes, sinon ils auraient arrêté leur manifestation. Je pense qu'à ce rythme-là, on peut arriver jusqu'à la fin du quinquennat, quoi. Je pense qu'il devrait très sérieusement trouver des solutions pour la sortie de crise. On l'avait dit, il y a une crise de représentativité. Il y a une volonté d'un référendum d'initiative citoyenne et pourtant Emmanuel Macron n'apporte aucune solution, si ce n'est un grand débat qu'il a mis en place et finalement qui ne répond absolument pas aux attentes des Français, puisque d'ailleurs ils seront très peu à y participer, et puis aucune solution réelle va en sortir. D'accord. Parlons d'ailleurs de ce grand débat qui est quand même... dans sa dernière ligne droite, d'une opération qui a connu, peut-être pour modérer vos propos, mais qui a connu quand même un beau succès public avec 10 000 réunions en France et plus d'1,5 million de contributions. Après ce temps du débat, Emmanuel Macron promet le temps de l'action. Vous en attendez quelque chose ? Écoutez, pas du tout, puisque Emmanuel Macron a dit de toute façon dans tous les cas qu'il ne changerait pas de cap. Donc on voit bien, et d'ailleurs, pour les contributions dont vous parlez, ça représente moins d'1% de l'électorat français. Donc, très honnêtement, personne ne s'est réellement déplacé. Si on regarde la sociologie des électeurs qui sont allés au grand débat, c'est essentiellement des sympathisants, des militants d'Emmanuel Macron, et puis des élus locaux. Mais des citoyens, entre guillemets, lambda, qui venaient pour s'exprimer, il n'y en avait pas tant que ça. En tout cas, même dans les débats qui ont pu se dérouler dans les Vosges, auxquels je n'ai pas participé, mais auxquels j'ai des amis qui sont allés voir par curiosité, on retrouvait surtout des élus locaux. Et il n'y avait pas vraiment de débat. D'accord. Chacun donnait son opinion. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr que pour avoir animé deux débats, je peux vous dire qu'il n'y avait pas que des élus locaux dans le public. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait plus de monde, c'est toujours ce qui est souhaité. Mais il y avait quand même des citoyens qui étaient là pour exprimer un peu des ressentiments, pour évoquer certaines idées. Il y a même des Gilets jaunes qui se sont invités à certains débats. Après, j'ai envie de vous dire, pourquoi avoir fait ce grand débat ? Dans le sens où c'est quand même le rôle du député, c'est le rôle des parlementaires d'être connectés avec le terrain et de faire remonter les attentes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et en tout cas de mettre en adéquation les lois et les diverses solutions en fonction de ce qui peut remonter du terrain. Quel intérêt d'avoir créé ce débat ? Déjà, pourquoi il y a eu ce débat ? Peut-être que vous réclamez un référendum d'initiative citoyenne. Là, c'était une possibilité pour les citoyens d'exprimer un peu leur avis. C'est quelque chose d'important dans notre démocratie. Bien sûr que c'est important, mais j'ai envie de dire, on a un président de la République qui vient d'être élu. On ne devrait pas traverser cette crise actuellement. Normalement, ça devrait... je veux dire, il ne devrait pas y avoir tant de mécontentement. Je pense que... Pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Parce qu'on a l'hyperfiscalité, on passe notre temps à créer des taxes, en tout cas c'est ce que fait le gouvernement depuis qu'il est aux manettes. C'est pas pour ça qu'il avait été élu, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, du point de vue de la justice fiscale et de la justice sociale. C'est vrai que ça fera sans doute partie, ce sont les attentes qui sont exprimées autour de cette justice fiscale. Il faudra voir comment le gouvernement va pouvoir... On sait d'ores et déjà que la taxe carbone va être, du moins est reportée, mais va faire son grand retour. On sait qu'en termes de fiscalité, on voit qu'en ce moment, on a beaucoup de personnes de l'entourage d'Emmanuel Macron, de ministres, et de personnes du gouvernement qui
propose à chaque fois une nouvelle taxe. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on le résout par une taxe. Bon, je trouve que c'est une vision un peu particulière de la manière de gouverner en France. C'est quelque chose qui existait depuis des années. C'est vrai que là, il y a peut-être à infléchir un cap. Bon, le gouvernement dit, nous, on ne veut pas créer de nouvelles taxes. Ce qu'on veut, c'est réduire les dépenses. Il va falloir voir où ces dépenses seront réduites. On peut trouver, on a d'autres possibilités pour réduire les dépenses. Je crois qu'on a 100 milliards à récupérer sur la fraude fiscale. Les chiffres sont un peu contradictoires hein, selon les sources, mais il y a de l'argent à récupérer, ça c'est certain. Il y a de l'argent à récupérer. Il y a aussi mais ils essayent de la récupérer. Ils essaient, mais pas suffisamment. Vous avez vu, ils ont supprimé l'ISF, c'était quand même 4 milliards de recettes. Bon, c'était remplacé par un IFI qui finalement peut mettre en difficulté les Français qui héritent et qui forcément n'ont pas forcément d'argent comme ceux qui pouvaient payer l'ISF, mais qui finalement vont devoir payer un IFI sur un bien immobilier. Bon, c'est quand même assez grave. Par rapport à la fraude fiscale, vous avez vu qu'il y a quand même une banque qui a été lourdement condamnée, UBS. C'est un signe fort aussi. Je veux dire que tout ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Il y a quand même des règles à respecter et il y a des procédures à mettre en place. C'est sûr, mais bon, voilà, je pense que ça a mis du temps. Espérons qu'ils s'y mettent vraiment. Alors le Front National voulait profiter de ces débats pour apporter son point de vue sur les sujets traités. Vous l'avez dit, vous n'avez pas participé. Vous auriez pu le faire, puisque vous avez, par exemple, sur la transition écologique, vous avez publié une tribune sur les éoliennes, plutôt contre les éoliennes. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces éoliennes, écoutez, surtout dans les Vosges? Dans les Vosges, déjà, voilà, on a aujourd'hui, c'est vrai, des éoliennes qui poussent partout dans le département. Et on sait que ce type d'équipement ne fonctionne pas très bien dans notre département parce que les vents ne sont pas suffisamment forts. Et on a plusieurs choses à reprocher sur ces éoliennes parce que, premièrement, elles représentent un danger sur la santé. Elles génèrent des infrasons qui peuvent générer des problèmes socio-comportementaux, des problèmes au niveau cardiovasculaire. Sur ce sujet précis, veut dire que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains disent que les ultrasons, ils existent déjà. Ils ne sont pas pires que ceux provoqués par un ressac des vagues quand on est en Bretagne ou quand on est au bord d'une côte. C'est vrai, sur une éolienne, on le ressent sur 10 km autour. Donc ça, il faut y penser aussi. Vous avez la deuxième chose, c'est le patrimoine. On est un département touristique. Lorsque vous avez, je dis le patrimoine, le tourisme aussi, puisque les deux sont liés, on est un département touristique. Lorsque vous avez des éoliennes, vous dégradez les paysages. Une éolienne, elle pollue dès sa fabrication, puisqu'il faut ramener des équipements du monde entier. On a besoin de terres rares, on exploite des terres rares, et puis je crois qu'il faut 1500 tonnes de béton par éolienne. Donc c'est une artificialisation. C'est le tout nucléaire, Je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de solution alternative crédible, il faut rester dans le nucléaire et le sécuriser. Aujourd'hui, on a par exemple sur les panneaux solaires ou l'éolien des énergies renouvelables qui sont ultra polluantes, parce qu'on nous fait croire qu'elles sont écologiques, c'est pas vrai. Je pense qu'on peut et qu'on doit rester aujourd'hui dans le nucléaire pour ne pas surtout faire l'erreur qu'a fait l'Allemagne en abandonnant le nucléaire un peu rapidement et en reprenant des centrales à charbon, ce qui fait qu'aujourd'hui elle fait partie des plus gros pollueurs avec la Chine et les États-Unis, alors que la France représente moins d'1% des émissions de CO2 dans le monde. D'accord. Alors, évidemment, sur cette thématique écologique, est-ce que vous suivez le mouvement international de ces jeunes qui se mobilisent pour la planète? À Metz, un adolescent de 14 ans a réussi à réunir près de 1500 personnes pour défendre la biodiversité. Pour vous, est-ce que la détermination de ces jeunes a quelque chose de rassurant? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience à avoir au niveau écologique. Mais je pense qu'on ne doit pas être dans l'écologie punitive, comme c'est le cas en France, où vous commencez par interdire les voitures dans les villes. C'est même assez grave, puisque certaines personnes n'ont pas vraiment le choix d'en utiliser. Après, vous avez également donc sur... Dans les villes, l'idée c'est quand même de créer des transports en commun. Transports en commun avec des espaces pour pouvoir stationner en périphérie et de pouvoir accéder de manière assez rapide par des liaisons soit bus, soit tram. Oui, après ce qu'on voit, c'est que si on prend par l'exemple de Paris avec Madame Hidalgo, lorsqu'on supprime
les voies de circulation pour les voitures sur les quais de Seine pour mettre des pistes cyclables qui ne sont pas utilisées, vous vous retrouvez à avoir des bouchons sur une grande partie de la ville, et finalement ça ne résout rien, ça crée encore plus de pollution, donc il faut faire les choses intelligemment. Alors, vous avez vu aussi que ce jeudi, il y avait un recours qui avait été déposé contre l'État pour inaction climatique. Hein, c'est au tribunal administratif de Paris. Ce sont 4 ONG qui ont déposé ce recours. Ça faisait suite à une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes. Il y a une mobilisation citoyenne quand même en faveur de la planète. Il faut que tout le monde bouge. Alors, c'est vrai que l'État doit bouger. Les automobilistes peut-être doivent prendre le vélo de temps en temps. Enfin, tout le monde, il faut que tout le monde bouge. Mais est-ce que ce type d'action, est-ce que pour vous, c'est du symbolique ou bien ça peut aller plus loin? Écoutez, pour moi, c'est assez symbolique. Ça reste symbolique. Après, comme je le disais précédemment, c'est pas à la France de faire les plus gros efforts aujourd'hui en termes d'écologie. Vous avez la Chine ou les États-Unis qui sont extrêmement polluants. Je pense qu'il faut, de manière générale, changer notre modèle de société. Vous savez qu'Emmanuel Macron défend la mondialisation, qui consiste à aller produire en Chine, faire produire en Chine par des esclaves pour vendre à des chômeurs en Europe, et puis faire retraiter, recycler en Afrique, etc. C'est un peu caricatural. Bon, c'est un peu caricatural, peut-être. En tout cas, entre guillemets, c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est un petit peu ça la mondialisation. Lorsque vous avez un cargo qui se déplace sur les mers, il pollue autant que l'ensemble du parc automobile français. Donc, et vous savez que bien souvent, ils polluent sans payer de taxes. Voilà, ils ont du fuel détaxé en plus. Alors quand on dit que c'est symbolique, hein, il y a eu une action comme ça qui a été menée aussi aux Pays-Bas, hein, et le pays a été condamné à baisser de 25% d'ici fin 2020 ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que c'est pas que du symbole. Il peut y avoir quand même derrière, et il y a cette prise de conscience qui est indispensable. Alors on parlait de la jeunesse, il y a des partis qui misent aussi sur cette jeunesse pour mener la campagne des européennes. C'est le cas du Rassemblement national, hein, puisque Jordan Bardella a 23 ans. On l'entend peu pour le moment, mais la campagne, je dirais qu'elle n'est pas vraiment lancée. Il va réussir, vous pensez, à s'imposer, parce qu'il y a quand même au-dessus ou à côté de lui Marine Le Pen qui prend beaucoup de place. Écoutez, oui, on le voit quand même régulièrement, puisqu'il y a un meeting par week-end, 1 à 2 meetings par week-end, effectivement, où il est accompagné par d'autres personnes de la liste, essentiellement Marine Le Pen, qui a choisi aussi de le pousser dans cette liste, en étant en fin de liste. Je pense, oui, on a affaire à quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a commencé la politique jeune, qui s'est intéressé rapidement à la chose publique, qui a grandi dans un quartier difficile en Seine-Saint-Denis, qui sait de quoi il parle, hein, lorsqu'il parle des difficultés dans les banlieues, lorsqu'il parle de pauvreté, lorsqu'il parle de problèmes économiques. Il est conseiller régional en Île-de-France. C'est quelqu'un qui a monté grâce à la méritocratie. Et en tout cas, la méritocratie, c'est un modèle qu'on défend depuis le début au Rassemblement national. Et je pense qu'effectivement, il est en train de faire une belle campagne. Et cette campagne, elle s'appuie sur quoi? Quelles sont les idées forces? Alors, les idées fortes, c'est pour la France de retrouver ses souverainetés. Souveraineté territoriale, notamment. Pouvoir retrouver des frontières nationales, sortir de Schengen, pour pouvoir assurer la sécurité de notre pays. Et c'est sortir de l'Europe? C'est pas sortir de l'Europe. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des partis similaires au Rassemblement national qui émergent partout en Europe. Certains sont en responsabilité, comme en Italie. Et donc aujourd'hui, on a changé notre vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on disait il faut sortir de l'Europe. Aujourd'hui, on progresse partout, on est même aux affaires dans certains pays, donc on peut changer l'Europe de l'intérieur. En fait, on veut une nouvelle Europe qui serait respectueuse des nations, une coopération entre nations, et plus, si vous voulez, une Commission européenne qui nous impose tout aux 28 et qui finalement crée des disparités. Vous avez vu que, par exemple, sur la partie économique, on subit de la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne, avec la directive des travailleurs détachés. On subit un certain nombre de problématiques. Je pense qu'aujourd'hui... C'est la complexité de fixer un cadre. Alors, oui, en partie. Ce qu'il faut vraiment,
c'est qu'on puisse retrouver des nations souveraines, que ce soit les nations qui décident pour elles-mêmes. Une souveraineté législative, c'est important. Aujourd'hui, les lois européennes passent avant les lois françaises et 80% des lois votées à l'Assemblée nationale sont des transcriptions de directives de Bruxelles. Ça, pour nous, c'est plus possible. Le peuple français vote pour un président français qui ne doit pas être un sous-président de l'Union européenne. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est un sous-président? J'ai effectivement l'impression que c'est Bruxelles qui fixe un certain nombre d'orientations. En tout cas, il ne s'en cache pas. Lui, il veut une Europe encore plus fédérale. Nous, au contraire, on veut une Europe des protections. Et alors, la protection, c'est aussi cette protection européenne, c'est par rapport aussi aux grandes puissances que sont la Chine, que sont les États-Unis. Je veux dire que seule la France, comment peut-elle... On n'a pas dit que la France serait seule et isolée. On peut avoir des accords bilatéraux entre pays, ça existe, ça se fait, ça fonctionne. Vous savez qu'on peut commercer avec le monde entier sans faire partie de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne, nous... Converser, on sait bien que quand on est plus en effort, plus l'égalité dans ces accords bilatéraux peut être préservée, quoi. On le voit avec les grands groupes industriels, où aux États-Unis, il y a une culture du grand groupe. Et en Europe, en revanche, on est toujours sur la concurrence de petits groupes, ce qui fait qu'on a du mal à voir émerger de grandes sociétés qui pourraient rivaliser avec les principaux ténors mondiaux. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Prenez par exemple Airbus, qui ne s'est pas créé de par l'Union européenne, qui s'est créé par une coopération franco-allemande, en concurrence Boeing. Bon, voilà, je veux dire, on a quelques exemples comme ça. Ils sont pas quand même légion par rapport, ne serait-ce qu'au GAFA ou même à l'industrie automobile, où on a besoin vraiment de... Ça, effectivement, sur les GAFA, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que on a effectivement des grands groupes, que ce soit aux États-Unis, comme vous dites, avec Apple et Google notamment, qui aujourd'hui font qu'on est obligé d'utiliser leurs produits. Et en Europe, c'est vrai, au niveau de la sécurité informatique, il va falloir... et si on n'arrive pas à s'unir en fixant des limites, notamment à ces GAFA, on va avoir des pays qui vont continuer comme l'Irlande à les accueillir avec une imposition qui est quasi nulle et qui fait qu'en France, on n'arrivera jamais à les faire payer les impôts qu'ils méritent de payer. Non, mais ça, c'est toute la problématique des paradis fiscaux. On a cette problématique qui, c'est vrai, pose problème. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment trouvé de solution. Je crois que Google, on a réussi à faire condamner Google, il me semble, mais c'est compliqué, oui. C'est compliqué, c'est long. Pour en revenir à ces européennes, dans la liste des européennes, le Grand Est est bien représenté, puisqu'il y a une eurodéputée sortante, Dominique Bild, et il y a également Virginie Joron, qui préside le groupe Rassemblement National à la région. Alors, est-ce qu'elles quitteront est-ce que Virginie Joron quittera sa fonction à la région, ou est-ce qu'elle sera une députée à temps plein? Moi, je pense qu'elle restera... effectivement conseillère régionale, puisqu'on peut tout à fait occuper les deux pans de ces collectivités. Donc ça veut dire que le cumul des mandats, vous êtes Alors, pour vous savez, de votre côté? Dans tous les cas, il y a un plafond, et donc lorsque vous cumulez, vous n'avez pas les indemnités entièrement de la région. C'est pas une histoire de plafond, c'est aussi une histoire d'investissement. Est-ce que, justement, quand on s'investir en tant que député pour l'Europe, c'est encore plus complexe que peut-être... Surtout avec le nouveau cadre qui fait qu'ils ne représenteront pas un territoire particulier, mais l'ensemble de la nation. Après, je ne sais pas si elle restera dans ses fonctions de conseillère mais régionale. vous-même, vous avez quand même... une position là-dessus. Est-ce qu'on est eurodéputé à mi-temps ou à plein temps? C'est ça la question. Moi, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que si on veut quand même garder un pied sur le territoire et voir ce qui se passe sur le territoire, en tout cas, garder en tête les problématiques du territoire, parce qu'elles ont aussi un impact au sein de l'Union européenne, je pense que c'est possible de rester dans les deux. Vous savez que, par exemple, à la région, on a une coopération transfrontalière
une coopération internationale et transfrontalière. On a une commission comme ça. On a aussi le versement du FEADER, le FEDER, etc. C'est tout des choses qui passent par la région, donc c'est absolument pas incompatible. Voilà. Nicolas Bay, eurodéputé sortant, se retrouve également en position éligible. Il était dans les Vosges il y a quelques semaines pour lancer la campagne des européennes dans les Vosges. On ne sait pas vraiment s'il sera beaucoup question d'Europe dans votre campagne, puisque Marine Le Pen a rappelé dimanche que l'enjeu de ces élections était clair. Il s'agit de battre Emmanuel Macron. Il s'agit de battre Emmanuel Macron, oui, parce qu'il a un modèle d'Europe fédérale. Donc c'est pas ne pas parler d'Europe, c'est qu'au contraire, Emmanuel Macron défend toujours plus de fédéralisme. Vous avez vu les propositions qui sont sorties de sa lettre qu'il a écrite aux Européens. D'ailleurs, c'est même assez étonnant d'avoir écrit aux Européens avant d'écrire aux Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit plus en la nation. Non, mais je veux dire, il aurait dû garder la primeur de son programme pour les Français. Nous sommes sur une élection européenne, on est vraiment sur une vision de l'Europe. Bien sûr. Il n'y aura peut-être même pas que des Français dans la liste de la République En Marche. J'ai trouvé certaines de ces mesures assez étonnantes lorsqu'il nous parle de protectionnisme européen. Lui-même, qui est contre le protectionnisme en France, propose cette mesure... D'ailleurs, mais c'est quelque chose de positif, ce protectionnisme européen? Qui va à l'encontre d'ailleurs de ses alliés qui l'ont toujours refusé. Non, je pense que c'est pas positif dans le sens où on a aussi une concurrence déloyale à l'intérieur de l'Europe. C'est ce que je disais avec les pays de l'Est, la directive travailleurs détachés. Non, je pense que le protectionnisme doit se faire à l'échelle nationale. Mais il veut aussi dire qu'au niveau social, il y a une harmonisation qui soit de plus en plus poussée au niveau de l'Europe pour que justement ces concurrences déloyales soient... Le problème, c'est que c'est pas possible. On peut pas aujourd'hui, il y a trop de disparités entre un salaire dans les pays de l'Est qui est à 150-200 euros par mois et un salaire en France à 1200-1300 en moyenne. Bon, voilà, très honnêtement, c'est assez utopique. Alors, en marge de ces élections européennes, évidemment, il y a toujours cette affaire qui existe autour du Rassemblement national, et la Cour de cassation a rejeté en février dernier la demande d'annulation de la procédure dans l'affaire dite de soupçons d'emploi fictif d'assistants d'eurodéputés. Les avocats du Parlement européen souhaitent même que l'enquête soit élargie aux frais généraux du Parlement. Et cette semaine, c'est l'immunité de Jean-Marie Le Pen qui a été levée. Alors, évidemment, vous pouvez encore dire que c'est du harcèlement, mais est-ce qu'il y a eu des irrégularités de commises par le Rassemblement national? Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans une affaire politique, là. Là, on est sur une persécution judiciaire. Vous savez que ça fait un petit moment que ça dure. Non, effectivement... Il faut quand même rappeler que ces attachés devaient travailler dans le territoire sur lequel ils étaient élus, ce qui n'a pas été le cas de nombreux attachés du Rassemblement national. Il faudra le prouver. Ça a été prouvé. Il y a des éléments qui ont été apportés. Il y a peut-être des éléments, mais est-ce que ces éléments sont sérieux? Quand on voit, par exemple, que Sophie Montel, dans son livre, le confirme. Elle est élue, elle a profité de ce système-là, et elle le confirme. Elle a été quand même l'un des cadres de votre mouvement pendant de nombreuses années, son mari également. Écoutez, j'ai pas lu le livre de Sophie Montel. Ce que je sais sur les extraits que j'en ai vus, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mensonges et d'approximations. En tout cas, même sur le fonctionnement interne du parti, puisque je suis bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Et effectivement, on est très loin de ce qu'elle peut dire. Je pense qu'elle a un problème. Elle a eu, c'est vrai, un problème de relationnel avec toutes les personnes qu'elle a pu croiser. Je pense que ce qui est assez inélégant de sa part, et même complètement abject, c'est de critiquer un parti qu'il a nourri quand même pendant 30 ans, parce que c'était une apparatchik. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Donc effectivement, après qu'elle invente des choses dans son livre, ça ne m'étonne pas plus que ça. C'est vrai qu'elle a des mots assez durs, mais pour vous, donc c'est du règlement de compte. C'est ça, rien, ni plus ni moins. D'accord. Bien, écoutez, on va poursuivre cet entretien tout de suite après ce petit jingle.
Alors, nous sommes toujours avec Sébastien Imbert, délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges, et nous faisons un petit retour sur quelques sujets qui ont marqué la semaine. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, était en visite dans les Vosges la semaine dernière. On reviendra à la Vosges tout à l'heure. Et nous le retrouvons à Champ-le-Duc, à la scierie Geff, où il a pu parler avec les salariés. Entre la mise à mal du service public en zone rurale, le devenir de la ligne ferroviaire Épinal-Saint-Dié, le haut débit qui se fait désirer, Jean Rottner n'a assurément pas été déçu de ce rendez-vous citoyen en terre vosgienne. Il n'y a pas de recette miracle, il faut aller au contact, il faut écouter. Parfois accepter de se faire un peu engueuler aussi, c'est normal. Je pense que les gens peuvent exprimer un ras-le-bol. Il faut toujours le faire avec bienveillance, en considérant ses interlocuteurs à leur juste mesure, comme des gens qui sont force de proposition et qui peuvent nous faire tous évoluer. Bon, je n'ai pas élevé mes enfants comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, oui, parce que s'ils gagnent autant à rester chez eux qu'à aller travailler, pourquoi aller travailler? Mais en France, c'est sûr, il y a plein d'aides. Alors, est-ce qu'il y a trop d'aides en France? Est-ce qu'il faut les limiter? Parce que là, le discours, c'était, je veux dire, quand on ne travaille pas, quelqu'un qui ne travaille pas peut gagner autant, si ce n'est plus, que quelqu'un qui travaille. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'aides en France. Je pense que c'est un sujet, c'est vrai, qui revient souvent. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait parlé de pognon de dingue. Bon, je pense qu'on doit avoir un système de solidarité nationale. Mais aujourd'hui, ce système, il peut être affaibli parce que beaucoup de personnes en bénéficient. Mais quand je dis beaucoup de personnes, il y a aussi le problème des clandestins, parce que le système social aujourd'hui est affaibli. Mais il représente une part infime. C'est pas une part infime, parce que si on cumule l'ensemble des aides sociales, vous prenez par exemple l'aide médicale d'État, c'est une aide sociale, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc je pense que pour ne pas fragiliser ce système de solidarité qui est utile, parce que la France compte quand même 10 millions de pauvres, je pense qu'il va falloir faire en sorte de le maintenir uniquement pour les Français. Et est-ce que vous êtes pour les contreparties que l'on pourrait demander à certains bénéficiaires de revenus sociaux? Alors là, vous faites peut-être référence au RSA, par exemple, au versement du RSA avec des contreparties où on a des missions à effectuer dans des villes. Pourquoi pas? Si ça peut mettre un pied le terme de contrepartie n'est peut-être pas le meilleur, hein, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est de nouveau, voilà, on vous donne ça, mais c'est essayer de faire participer. Si ça permet à une personne de retrouver le goût du travail et puis de se réinsérer, peut-être même après d'avoir envie de reprendre des études ou même de retrouver un métier, pourquoi pas? Alors vous travaillez à la région Grand Est, hein, avec des conseillers régionaux. Comme vous voyez, le président de la région qui lui aussi, je veux dire, que va au contact du terrain, comme ça, c'est quelque chose qui est positif. Alors c'est quelque chose qui est effectivement positif, sauf que là on sait bien que c'est une opération de communication de la part de Jean Rottner, parce qu'aujourd'hui le Grand Est est affaibli. Vous avez vu que l'Alsace met la pression pour sortir de ce Grand Est, qu'une nouvelle collectivité d'Alsace va voir le jour, mais qu'elle risque d'être sous tutelle du Grand Est, que ça crée des problématiques. On a un groupe qui s'est créé à la région, un groupe Alsace, où vous avez des gens de la majorité, des élus de la majorité qui sont partis dans ce groupe-là. Donc Jean Rottner essaie de renouer avec les territoires, comme il l'a fait lorsqu'il a créé les 12 maisons de région. Il ne faut pas oublier que ces maisons de région, ça a été 44 millions d'euros, ce qui fait cher pour de la communication, puisqu'on n'y fait pas grand-chose dans ces maisons-là, dans le sens où les dossiers continuent d'être instruits à Metz ou à Strasbourg. Donc en fait, on met énormément d'argent dans la communication. Effectivement, cette tournée de Jean Rottner, ça fait partie de son plan de communication. C'est aussi important d'avoir la maison région qui soit au cœur des territoires. Mais pourquoi on est obligé de créer ça ? Pour faire croire qu'on crée de la proximité, parce qu'on a eu une fusion des régions qui s'est faite suite à la loi NOTRe, qui a été catastrophique, parce qu'elle éloigne encore plus le citoyen du centre de décision. Vous savez que nous, c'est une région de 5,5 millions d'habitants, qui fait 1,8 fois la taille de la Belgique. Bon, voilà. Il y avait aussi un problème de strates, de millefeuilles entre les départements, les régions, les communes. On n'a pas réduit le millefeuille. On a des compétences qui sont partagées aujourd'hui encore. Vous avez le tourisme qui est partagé entre le département, la région, y compris aussi les communautés d'agglomération. Vous avez le développement économique qui est partagé entre les agglos et la région. Il faut supprimer quoi, les départements ? Non, au contraire. Il faudrait supprimer les grandes régions
ou en tout cas, sinon les ramener à la taille qu'elles avaient précédemment. Mais si on supprimait les grandes régions, on pourrait renforcer effectivement les communes, renforcer les départements. En tout cas, c'est ce qu'on a défendu pendant l'élection présidentielle. Mais vous avez des compétences. Les départements n'attirent pas autant de fonds que peuvent le faire. Parce qu'ils ont été vidés de leurs compétences. Je veux dire, quel intérêt d'avoir retiré au département, par exemple, le transport scolaire, le transport interurbain et la gestion des déchets? C'est quelque chose qui se gérait très bien au niveau départemental. En fait, on a vidé les départements et aujourd'hui, on dit que les départements ne servent plus à rien, ils ne font plus que du social. Mais c'est l'État qui est responsable de cela. C'est un peu réducteur, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez vu que justement dans le cadre de ce grand débat revient la notion de conseiller territorial? Donc c'était quelque chose qui avait été proposé à un moment par Nicolas Sarkozy, ces conseillers territoriaux qui siégeraient au département comme à la région. Est-ce que là, la proximité serait retrouvée? Pas vraiment, en restant en tout cas dans la configuration d'une grande région. Pas vraiment. Je pense effectivement que le département, c'est le bon échelon, en échelon de proximité. Je pense au contraire qu'il faut renforcer les départements. Mais quand on voit des thématiques ou des problématiques comme le sillon lorrain, qui fait que, en ayant créé cette artère, cette colonne vertébrale, elle a pu dynamiser tout ce pan de l'ancienne région lorraine. Quel projet en est réellement sorti de ce sillon lorrain? C'est ça la question qu'on peut se poser. Effectivement, on a une coopération entre la métropole de Nancy, celle de Metz, l'agglo de Thionville et l'agglo d'Épinal. Mais quels projets en sont réellement sortis? Il y a quand même les projets numériques autour de l'Orentech. Il y a tous les projets culturels autour des bibliothèques. Mais effectivement, oui, la mise en ligne des œuvres. Mais c'est plus sur l'Orentech. L'Orentech, c'est quand même... Je veux dire qu'il y a quand même des startups il y a un mouvement, il y a un système qui se met en place qui est quand même un peu impulsé. Après, vous savez que l'innovation est pilotée essentiellement par la région. C'est une des compétences de la région. Donc après, effectivement, oui, je pense que c'est des choses qui auraient pu se faire sans le sillon lorrain. On aurait pu, à l'échelle d'une agglomération ou d'une métropole, avoir quand même la French Tech, en tout cas des incubateurs de start-up. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à faire émerger ces sociétés-là quand on est à Épinal que quand on est dans une grande métropole qui bénéficie évidemment de cette capacité de pouvoir contacter, se mettre en lien avec certains réseaux. Non, mais effectivement, on peut le concevoir. Mais après, est-ce qu'Épinal y gagne vraiment? Est-ce que Thionville y gagne vraiment? Vous êtes pour une Europe des projets. Là, est-ce que le sillon, c'est pas justement des collectivités qui travaillent sur des projets? On est sur la même échelle, puisqu'il n'y a pas vraiment de compétences aiguillées vers ce sillon, mais c'est plus des élus qui se retrouvent pour mettre en place des projets communs sur un territoire. Ah ben effectivement, ça là-dessus, je vais pas contredire le fait qu'on puisse se regrouper effectivement pour avoir des projets en commun. Simplement, ce que je vois, c'est que malgré ce sillon lorrain, vous avez quand même Nancy et Metz qui phagocytent l'ensemble des services. Voilà. Qui essayent de tirer un peu la couverture à eux. Alors, ils ne sont pas les seuls à essayer de tirer la couverture à eux. Il paraît que les hommes tirent aussi beaucoup la couverture à eux. C'est pour ça que depuis des années, il y a une journée de la femme. Un bref rappel. Là où les femmes auraient encore du mal à se faire une place, et pire que ça, à se faire respecter, c'est bien en politique. On l'a entendu ce vendredi matin dans ces échanges proposés par le réseau féminin élu local à l'hôtel Lafayette, en présence tout de même d'un homme, le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Ce qui ressort de ce matin, c'est qu'effectivement nous avons pleinement notre place, que nous avons pleinement nos compétences, mais qu'il faut encore les affirmer. Lors de la dernière invitation du président de la République des élus du Grand Est, il n'y avait pour les Vosges aucune femme. Et c'est juste inacceptable. Et je crois que nous devons vraiment continuer à travailler sur le sujet pour pouvoir nous imposer sur la scène politique. Alors, est-ce que le Rassemblement national attire beaucoup de femmes dans les Vosges? Quelle place occupe-t-elle dans votre organigramme? Alors, on a quelques femmes, effectivement, au sein de la fédération départementale du Rassemblement national dans les Vosges. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément.
Après voilà, hein, entre guillemets, c'est un fait. On n'en est pas responsable pour autant. Vous savez qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas accueillir de femmes au sein de notre mouvement, alors même que Marine Le Pen dirige le Rassemblement national. Après, plus généralement sur la journée de la femme, je pense qu'elle est importante en France, cette journée, pour rappeler qu'on a un certain nombre de droits des femmes qui reculent aujourd'hui en France, sous la pression de certains groupes, notamment religieux, dans nos quartiers, où vous avez des femmes qui ne peuvent plus sortir sans être voilées, des femmes qui ne peuvent plus sortir en jupe, vous avez des femmes qui ne sont pas tolérées dans certains cafés, vous avez même des petites filles de plus en plus jeunes qu'on retrouve voilées. Alors, n'en déplaise à certains députés de La République En Marche, le voile, c'est pas un serre-tête. Le voile, c'est un moyen de pression qu'on met sur les individus. Ça vous focalisez sur, évidemment, un point particulier, mais le Rassemblement national, par un discours récent de Marine Le Pen, se revendique comme le seul vrai défenseur du droit des femmes. Quelles mesures concrètes propose votre mouvement ? L'application de la laïcité, l'interdiction du voile dans l'espace public, parce qu'effectivement, c'est un outil de relégation des femmes. Et ça, c'est évidemment... c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur, mais est-ce qu'il représente l'ensemble de ce qu'on pourrait qualifier de l'émancipation des femmes, la place des femmes dans l'entreprise, la place des femmes dans la société ? Effectivement, non. Il y a aussi le côté de l'égalité salariale, où Marine Le Pen aussi l'a encore rappelé. Il faut qu'à poste égal, une femme soit payée la même somme, le même montant qu'un homme. Voilà, ça paraît logique. Mais encore une fois, le vrai danger aujourd'hui pour les femmes, c'est cette montée de l'islam radical que d'ailleurs certains élus de droite comme de gauche ont fait prospérer aussi. On part quand même du droit des femmes et on aboutit à l'islam radical. C'est ça qui est... C'est peut-être pas la première revendication des femmes. Les femmes, la première attente. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que certaines femmes ne peuvent plus se promener où elles veulent, habillées comme elles veulent. C'est que dans certaines mairies... D'autres femmes font le choix. Je dis que quand vous discutez avec certaines de ces femmes qui sont voilées... Ce que je vois, c'est que dans leur pays d'origine, certaines se battent pour ne plus le porter. Donc aujourd'hui, c'est un problème en France parce qu'on n'en parlait pas, on en parlait beaucoup moins il y a 10 ans et on n'en parlait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, très peu. Aujourd'hui, ça devient un sujet majeur. Et le problème, c'est les élus, et j'y reviens parce que c'est important, les élus qui cèdent aux revendications comme ça religieuses, politico-religieuses, par exemple, mettant des horaires séparés pour les femmes dans les piscines publiques. Ça, c'est un problème. Je pense qu'il ne faut rien céder sur cette question-là. On a évoqué l'ouvrage de Sophie Montel. Donc on passe tout de suite, on poursuit avec justement la citoyenneté. Oui, la population souhaite être mieux associée aux décisions et les élus locaux ont entendu le message de Frédéric Drevet, maire de La Vosges-les-Bains, qui a proposé à son conseil la création d'un conseil consultatif citoyen, mais il n'a pas été suivi. Vous êtes étonné de cette démarche ? Alors oui, effectivement, parce que... Alors, je m'étonne de cette démarche, pourquoi ? Parce que on a affaire à un élu qui, en fait, n'utilise pas habituellement la démocratie participative, c'est le moins qu'on puisse dire, dans sa manière d'agir sur le plan communal. Vous lui reprochez la commune nouvelle ? En fait, la commune nouvelle qui s'est créée, c'est-à-dire la fusion d'Arceau, Aumouget et Bains-les-Bains, s'est faite sous son influence et sans consultation publique. Vous savez que c'est une plaie qui ne s'est toujours pas refermée, que c'est un acte que lui reprochent beaucoup d'habitants. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant de sa part, qui nous propose comme ça un conseil consultatif citoyen qui, très franchement, n'aurait été que, pour moi, un artifice de communication. Au service de sa majorité. Pourquoi on parle toujours d'artifice ? Pourquoi on parle de communication ? C'est vrai qu'en France, on n'a pas peut-être cette habitude de partager, de discuter. Les citoyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Chaque fois qu'il y a une expérience, on dit c'est de la com. Vous savez, à l'échelle d'une commune de la taille de La Vosges-les-Bains, à peu près 1800 habitants, vous avez des conseillers municipaux, vous avez des adjoints, vous avez un maire qui, s'ils sont sur le terrain, peuvent faire remonter les attentes, les inquiétudes de la base. Elles peuvent en débattre en conseil municipal en faisant des propositions. Je pense que c'est pas utile de créer un gadget supplémentaire pour court-circuiter les élus. Voilà. D'accord, mais on n'a pas le sentiment qu'ils court-circuitent les élus, puisque
il les a appelés à s'exprimer sur cette commune nouvelle. Alors, preuve en est que ces élus ont refusé la création de ce gadget. Voilà, tout simplement. Alors, finalement, on remarque bien que vous avez à chaque fois une problématique. Je crois qu'on est dans une crise de la démocratie dans cette commune. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix avec... Oui, parce qu'à ce propos, vous avez quand même organisé votre propre consultation avec une distribution de tracts et un questionnaire axé sur des problèmes locaux, problématiques locaux. Quels sont les retours? Est-ce que cette consultation se fait dans l'optique des prochaines municipales? Serez-vous candidat à la Vosges-les-Bains? Alors, ce questionnaire, dans un premier temps, a été distribué, et en tout cas il est encore en cours de distribution. On a encore un certain nombre de villages à faire dans la commune de la Vosges-les-Bains. On a déjà des retours. Ça commence, beaucoup de personnes en parlent. On a, des retours. Des personnes m'ont redonné aussi le questionnaire en main propre. J'ai pensé, important de les interroger, parce que c'est quand même une démarche inédite dans la commune, pour avoir le fond de leur pensée sur leur satisfaction, sur des problématiques très locales. Hein. On parle de voirie, on parle de sécurité dans la commune, on parle d'éclairage public, on parle de culture, on parle de beaucoup de choses, sous forme d'un QCM, avec... on va voir selon le nombre de retours, ce qu'on va pouvoir proposer nous derrière, parce que ce qu'on va pouvoir faire grâce à ce questionnaire, c'est faire des propositions pour améliorer le cadre de vie des habitants, pour répondre à leurs attentes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pour le moment qu'une section qui s'est créée du Rassemblement national à la Vosges-les-Bains. Est-ce que cette section se transformera en liste municipale? Je pense que l'avenir nous le dira. Mais vous avez cette ambition ou pas? Alors, je ne vais pas forcément me refuser d'aller au municipal sur la commune. J'y réfléchis pour le moment, très sérieusement, et puis... Et plus globalement, à l'échelle du département, vous allez proposer des listes pour les principales grandes villes Alors, sur les grandes villes, en principe, on devrait avoir des candidats sur les deux principales villes du département. Et puis, on sera aussi présent dans quelques villes moyennes, à l'image, par exemple, de Rambervillers ou autres. Et vous imaginez aussi des alliances possibles avec certains mouvements comme... les Républicains, si cette opportunité s'ouvre? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, je suis ouvert au dialogue. Après, voilà, il faut voir sur quel projet s'entendre. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Il faut voir aussi s'il y a assez de cadres pour mener à bien ces listes. Vous le dites vous-même, la Vosges-les-Bains, c'est une section. On sait qu'il y a une hémorragie quand même au sein du Rassemblement national dans les Vosges. Est-ce que le renouvellement est suffisant pour... C'est en tout cas bien restructuré depuis. On a vous êtes le seul, je veux dire d'une manière publique, vous êtes le seul à vous exprimer pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on sent émerger d'autres têtes au Rassemblement national pour vous seconder, pour vous épauler Effectivement, j'ai un adjoint, Pierre-François, qui est responsable du canton de Remiremont, qu'on voit aussi, que vous avez pu voir à certaines reprises dans des conférences de presse. On a du côté des jeunes aussi, des jeunes qui sont en train d'émerger. Je crois que vous en avez déjà reçu ici dans des débats entre jeunes. Bon, voilà, on a des cadres que vous serez amenés à voir de plus en plus. Et on passe à un autre sujet qui était dans l'actualité ces derniers jours, c'est le Salon de l'agriculture qui a fermé ses portes, et les Vosges se sont une nouvelle fois distingués avec de nombreux prix qui viennent saluer l'investissement de ces hommes et de ces femmes qui s'investissent quotidiennement. Regardez. Alors là, c'est le moment du deuxième retournement des fromages fabriqués ce matin. En fait, ils ont 4 retournements dans la journée, jusqu'à demain matin. Et demain matin, on les sort des moules, ils sont complètement égouttés et on peut les saler. C'est assez physique comme métier. Ah, c'est un métier physique, surtout que chez nous, le moulage se fait à la main. Un savoir-faire artisanal entretenu ici depuis les années 80, le secret d'un minster fermier de caractère qui séduit puisqu'il a reçu la médaille d'or au concours général du Salon de l'agriculture 2019. C'est effectivement une reconnaissance, surtout à Paris, c'est assez prestigieux, on va dire, d'avoir la médaille d'or, donc ça fait beaucoup parler de nous. Pour nous, c'est important et ça fait beaucoup plaisir à nos clients réguliers puisqu'ils savent ils disent qu'ils ont fait le bon choix en venant chez nous.
Alors on le voit, hein, je veux dire que c'est vrai que c'est un travail physique, c'est un travail manuel, c'est un travail d'investissement. Et on sait que cette agriculture, elle va devoir évoluer hein, dans les années à venir. On a parlé un peu de ce climat qui se modifiait. Du côté du Rassemblement national, je veux dire, c'est un secteur qui est aussi important. Hein. Marine Le Pen ne se prive pas de fouler les allées du salon tous les ans. Quelles mesures concrètes vous souhaiteriez mettre en place justement pour venir en soutien à toute cette filière? Alors, vous avez beaucoup de mesures qui sont importantes. Je pense par exemple à créer une exception agriculturelle, c'est-à-dire sortir l'agriculture française des traités de libre-échange européens qui sont catastrophiques, qui mettent notre agriculture en concurrence déloyale avec d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes normes sanitaires, où on se retrouve avec des problèmes de traçabilité. Vous avez vu la viande avariée, le cas de la viande avariée il y a quelques semaines. On a ces problématiques-là. Je pense qu'il faut sortir, dans un premier temps, donc, de ces traités de libre-échange. Il faut fixer des prix qui soient plus convenables. C'est le cas des discussions qui sont menées avec la grande distribution. Mais alors, ces discussions ne sont pas du fait de l'Europe que je citais précédemment. C'est des discussions qui se font au niveau local, mais la grande distribution prend encore des marges beaucoup trop importantes. On le voit notamment sur le prix du lait. Je pense qu'il y a des choses, qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là. Et puis, je pense qu'on peut parler aussi des circuits courts, parce que ça, c'est une bonne chose d'en mettre en place, je pense, pour alimenter nos cantines scolaires. Il y a une démarche qui a été faite dans le département des Vosges, d'ailleurs, à ce sujet, qui s'appelle AgriLocal 88, qui a été propulsée par le département, qui est une bonne chose, parce que c'est quelque chose que nous, on défendait et on a défendu pendant les élections départementales en 2015. On peut se féliciter que ça ait été mis en place. Ça permet aux collégiens dans les Vosges de manger de l'agriculture locale, française, il va y avoir une montée de en qualité. charge, hein, puisqu'il va y avoir il y a des règles qui se sont mises en place depuis, et là, d'ici quelques années, il faudra vraiment qu'il y ait un pourcentage d'aliments locaux qui soit dans les cantines de tous les collèges de France. Mais ce qui est une très bonne chose. J'aimerais qu'il en soit de même dans les lycées. C'est des choses qu'on a aussi demandé au sein du conseil régional. Parce que effectivement, on a des producteurs, et vous l'avez montré dans le reportage, qui produisent des produits de qualité. Dans les Vosges, on a quand même un terroir gastronomique important qui doit être mis en valeur. Et puis voilà, c'est des choses à encourager. Dans les lycées, il y a aussi les lycées 4.0 que vous avez un peu discuté hein, sur les moyens. Et là, Jean Rottner a annoncé que tous les ordinateurs seraient gratuits à partir de la rentrée prochaine. C'est quelque chose pas important. Alors, c'est quelque chose de positif. Mais alors, le problème des lycées 4.0, et nos élus l'ont dénoncé dans l'hémicycle, c'est qu'on a voulu aller trop vite sur ce dossier-là. On a eu une première expérimentation qui ne s'est pas avérée concluante parce qu'il y a eu des problèmes techniques dans les lycées, notamment sur le déploiement du Wi-Fi. Il y a eu des problèmes avec des licences logicielles, des manuels scolaires en ligne sur les tablettes, qui fait qu'on a certains élèves qui se sont retrouvés sans manuel quelques jours avant le bac. On a imposé, si vous voulez, à ces élèves le tout numérique, alors qu'on n'avait pas corrigé les problèmes techniques avant. Et on a relancé une deuxième expérimentation derrière la première, en tout cas une deuxième vague de lycées qu'on a basculé en 4.0 après cette première vague qui avait énormément de problèmes. Alors effectivement, oui, beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait qu'il fallait payer une grande partie de l'ordinateur ou de la tablette. Bon, le fait que ça passe gratuitement, c'est une bonne chose, mais derrière, je pense qu'il va falloir commencer sérieusement à corriger les problèmes liés au 4.0 dans la région. Alors, il y a aussi quelquefois des rencontres hein, pour les lycéens, puisque l'Europe, ça fait partie un peu des sujets à aborder. Et Édouard Martin était à Mirecourt dernièrement devant certains lycéens pour leur parler d'Europe, justement. Regardez. Édouard Martin, l'ex-syndicaliste de Florange, élu député européen en 2014, était de passage ce vendredi à Mirecourt au lycée Jean-Baptiste Vuillaume. Pour parler d'Europe, l'Union européenne est au programme du baccalauréat.
Édouard Martin, qui siégeait dans le groupe des socialistes et démocrates, pour autant n'était pas en campagne. Il ne se représente pas en mai prochain, ayant décidé de revenir à la société civile. Il expliquera aux lycéens avoir vu au Parlement de Strasbourg trop d'élus faisant carrière, coupés des réalités en lévitation selon ses propres termes. Mais à tous ces jeunes qui sont de futurs électeurs, il a rappelé l'importance d'aller voter le 26 mai prochain pour défendre l'Europe et contrer la montée des eurosceptiques. Alors, 2 messages qui ont été délivrés par Édouard Martin. Un aux politiques en leur demandant de rester en prise avec le quotidien de leurs électeurs. Et le second aux citoyens, allez voter pour faire barrage aux eurosceptiques. Vous ne partagez pas du tout son opinion. Non, non, absolument pas. Bon, venant de quelqu'un qui a trahi, en plus, c'est vrai, hein, il était syndicaliste à Florange. Il critiquait les politiques et au moment où le Parti socialiste lui a proposé un poste au Parlement européen, il l'a bien pris. Je pense que voilà. Vous parlez de trahison. Est-ce que justement, il n'y est pas allé pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur? Je veux dire qu'on sait aussi que c'est de l'intérieur qu'il faut faire bouger les choses. Si on reste extérieur à tout, c'est un peu compliqué. Ça c'est l'argument qu'il avait fourni. C'est mais aussi je la crois démarche pas. du Rassemblement national qui était de dire au départ on ne veut pas de l'Europe. On n'ira pas, puis finalement on y va, mais on veut faire bouger les choses de l'intérieur. Alors, c'est pas qu'on veut pas de l'Europe, c'est qu'on veut la changer. Non, au départ, c'était on ne voulait pas de l'Europe. Maintenant, Oui, on mais veut la changer. Il valait mieux être à l'intérieur pour voir comment ça se passe, et en tout cas pour pouvoir contrer, si vous voulez, toutes les mesures qui y sont prises. Mais sa démarche n'était pas si éloignée que ça. C'était aussi pour lui d'entrer dans le Conseil de l'Europe pour faire entendre une voix On l'a très peu entendu au sein du Parlement européen ces dernières années. Non, je pense. Vous pensez qu'on a plus très simplement qu'il a été entre guillemets acheté par le Parti socialiste au moment-là. Sur l'Europe ? Comment ? Vous pensez qu'on a plus entendu Dominique Bilde ? Dominique Bilde a très souvent été première voire deuxième au classement des députés européens au sein du Parlement européen. Vous pourrez vérifier. Meilleur classement peut-être que Marine Le Pen. Un mot quand même sur lequel vous serez d'accord avec Édouard Martin, il faut aller voter. Ah, il faudra aller voter, effectivement. Faut pas laisser la place à Emmanuel Macron. En tout cas, sa politique mondialiste, je pense qu'il va falloir la balayer. Lui veut plus d'Europe fédérale. Lui ne considère pas la France comme une nation. Je pense que si on veut que la France retrouve du pouvoir à l'échelle nationale, il va falloir voter pour Jordan Bardella. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Sébastien Habert, merci d'être passé sur ce plateau. Merci Alexandre, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.